Après ses déboires en matière de politique intérieure et européenne, Emmanuel Macron a voulu faire son retour sur la scène internationale par une phrase d'une rare portée polémique. Monsieur Netanyahou, dit-il, ne doit pas oublier que son pays a été créé par une décision de l'ONU. Le président français fait ici allusion au vote de l'Assemblée générale des Nations unies de 1947. À l'époque, cette décision entérinait un plan de partage de la Palestine en un État juif et un État arabe. Un an plus tard, après une sanglante guerre civile entre musulmans et juifs, David Ben-Gourion déclarait l'indépendance de l'État hébreu. Et en mai 1949, Israël devenait un membre officiel des Nations unies, signant une charte qu'il ne respectera guère par la suite. Mais en dehors de l'aspect contestable de cette affirmation, qui renvoie la légitimité de l'État d'Israël à la seule reconnaissance de l'ONU, comme si la France, par exemple, devait sa création à un simple coup de plume griffé sur un bout de papier à New York, la sortie d'Emmanuel Macron n'est pas innocente, et on le verra, elle est teintée d'amertume. Quelques jours avant cela, le président français avait déjà fait sortir Netanyahou de ses gonds, en appelant à l'arrêt des livraisons d'armes à Israël. Si on appelle à un cessez-le-feu, la cohérence est de ne pas fournir les armes de la guerre. On ne peut réclamer un cessez-le-feu, disait-il, et continuer à livrer des armes. Logique. Rappelez-vous de l'Assemblée générale de l'ONU le 27 septembre. Benyamin Netanyahou avait accepté le plan de cessez-le-feu proposé par Emmanuel Macron avant, quelques dizaines de minutes plus tard, de bombarder le QG du Hezbollah à Beyrouth, tuant Hassan Nasrallah. La récente incursion de chars israéliens du côté libanais de la frontière gardée par 10 000 casques bleus de l'ONU, dont 700 Français, continuait de tendre les relations entre les deux parties. Mais pourquoi cette soudaine passe d'armes ? En vérité, la guerre que se livre le locataire de l'Élysée et le Premier ministre israélien a commencé avec la mort du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, on vient de le dire. Pour Macron, ce sont des années de stratégie d'influence qui ont explosé en plein vol. La France était en effet le seul pays occidental d'importance à continuer de négocier avec le Parti de Dieu, cornaqué par l'Iran. Il y a le Hezbollah militaire et il y a aussi le Hezbollah politique puisqu'il a été élu. Mieux encore, depuis 2020, le président français a fait du Liban sa priorité d'engagement de la France au Proche-Orient, sorte de continuité de la fameuse politique arabe de la France. La nomination de Jean-Yves Le Drian en juin 2023 comme envoyé spécial de l'Élysée au Liban allait dans ce sens. Objectif fantasmé de Macron, replacer la France au centre du jeu libanais et du Proche-Orient. Mais au Liban, la classe politique locale, séduite un temps par le jeune président, a très vite compris qu'il ne pesait guère dans la balance. La communication, les leçons de morale à l'endroit des dirigeants et les déclarations d'intention ayant des limites. Entre-temps, les États-Unis, alliés indéfectibles d'Israël, sont entrés dans la danse. Sous le manteau, les leaders libanais, qu'ils soient druzes, chiites, sunnites, catholiques ou maronites, misent désormais surtout sur Washington. Le Hezbollah étant fort affaibli, ces mêmes acteurs politiques ne comptent plus guère sur la France qui avait misé sur sa capacité à parler à la milice chiite pour faire avancer le schmilblick libanais. Certes, Nabi Berri, chef du parti Amal, l'autre grande formation politique chiite, continue de parler avec la France. Mais une fois encore, c'est surtout du côté des États-Unis que celui-ci tourne son regard. Le Premier ministre israélien, qui a besoin que la guerre perdure, savait aussi, en éliminant Hassan Nasrallah et certains de ses lieutenants, que cette donne, l'affaiblissement de la France dans la région, jouerait à plein dans l'histoire. Bref, entre Emmanuel Macron et Benyamin Netanyahou, c'est tendu.